système, enfin, le framework Android est un système qui est single threaded. Ça veut dire quoi? Donc, je l'ai dit au début, c'est que dès que vous démarrez une application, vous avez une VM qui démarre, mais quand cette VM démarre, elle démarre un thread, normal, le premier thread qu'on appelle le main thread, le thread principal en français, ou aussi UI thread. Et ce thread-là, c'est celui qui est utilisé par le système pour afficher tout le système graphique qui utilise ce thread-là. Donc si vous commencez à bloquer ce thread, on arrive à avoir des problèmes, c'est-à-dire qu'on bloque totalement l'interface utilisateur, puisque par exemple si vous êtes dans une list view, si vous bloquez ce thread, vous ne pouvez plus avoir l'animation de scroll de la list view. Donc limitez vraiment l'impact sur ce thread, et tout ça c'est vraiment très important parce que les conséquences elles peuvent être désastreuses. Donc déjà sur les animations, sur le point de vue utilisateur, vous avez une interface qui est soit qui ne répond pas, ou soit qui est totalement saccadée, pas fluide. Et surtout, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des ANR. Alors, les ANR, c'est Application Not Responding. Donc là, c'est une protection du système qui dit tout simplement, si vous bloquez le thread plus de 5 secondes, moi, je vais demander à l'utilisateur à ce qu'il veut tuer ton application, parce que ça ne sert à rien de bloquer 5 secondes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, l'ANR, si un utilisateur utilise votre application qui est bloquée plus de 5 secondes, il se pose. Il a cette ANR, et puis c'est 10 secondes sur les broadcast receivers. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, broadcast receiver. En gros, c'est dès que vous recevez un événement, par exemple, vous écoutez un changement d'heure. Si vous faites un calcul qui prend plus de 10 secondes, et que ça prend plus de 10 secondes, et que vous ne répondez pas, vous ne redonnez pas la main dans les 10 secondes, vous avez la même chose qui se présente à l'utilisateur. Il y a un force clause wait, en fait. Voilà, c'est très très important de ne pas bloquer le main thread parce que c'est celui qui est utilisé par le système pour faire l'affichage. Alors des solutions, il y en a plein. Des solutions, il y en a plein, c'est tout simplement la programmation concurrentielle. Donc pour ce faire, il y a quoi? Il y a Java tout simplement, avec les mots-clés synchronize, je vais pas faire faute. Synchronize, wait, enfin des mots-clés. Il y a que synchronize comme mots-clés, le reste c'est des méthodes, donc wait, notify, notify all. Donc ça, généralement, ça fait très peur aux développeurs, même moi ça me fait peur. C'est quelque chose qui marche très très bien, hein. C'est sur quoi est basée toute la synchronisation Java. Par contre, c'est pas facile à utiliser. Ce qu'on a aussi, c'est le package Java qu'on utilise pour un concurrent. Donc là-dedans, vous retrouverez pas mal de classes qui vous permettent de faciliter toutes les opérations asynchrones, donc dans des threads séparés, créer des threads avec ce qu'on appelle des tâches qui vont être réutilisées. Qui exécutent des tâches, puis dès qu'elles ont fini, elles sont mises dans un pool de threads, donc comme ça on ne recrée pas des threads, on les réexécute à chaque fois. Donc ça vous évite toute la notion de réutilisation. Mais encore ça peut paraître encore un peu difficile. Du coup, ce qu'on a en Android, c'est le système de messages ou d'événements avec les classes handler, message, deliver et underscore. Alors ça, je vais y revenir, je vais vous faire un exemple. Mais moi personnellement c'est ce que je préfère. Sinon il y a la syntaxe qui est souvent plus utilisée par les développeurs que moi ce que j'utilise. Donc la syntaxe ça nous permet d'exécuter une tâche unique dans un thread séparé. Et tout ça de façon très facile parce que c'est intégré dans le framework et ça vous appelle en fait des méthodes à certains moments. Donc, vous avez la première méthode qui vous demande de démarrer la tâche. Une deuxième méthode qui est le doing background, donc ça c'est là que vous mettez votre code qui s'exécute dans un thread séparé, donc qui ne bloque pas le nouvel thread. Et ensuite vous avez on-post computation, je ne sais plus le nom, c'est pour vous notifier que le calcul a été fini. Et puis quelque chose qui n'est pas du tout utilisé, c'est item service, et pas service, parce que beaucoup pensent que les services, donc en fait, déjà la notion de service, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en gros c'est le pendant d'activité mais n'a pas d'interface graphique. Donc ça vous permet de faire des tâches qui n'ont pas d'interface graphique. Donc, par exemple, si vous voulez accéder à un serveur, généralement utiliser un service c'est très pratique. Donc, malheureusement, ce que font beaucoup de développeurs, c'est qu'ils pensent que le service, du coup, comme c'est une tâche de fond, ça ne bloque pas le main thread. En fait c'est faux, hein. Dès que vous faites un service, on est dans le main thread. Donc si vous commencez à faire un thread.slip de 10 secondes, ça ne va pas, ça fait un ANR, et donc l'utilisateur peut quitter votre appli. Par contre, Intel Service, donc, qui est en service, lui s'occupe de faire un handler, donc tout un thread en background, et vous modifie, donc, vous permet de faire le travail dans une méthode qu'on appelle onHandleIntent. Donc en fait, vous passez la notion de tâche via l'intent, et dès que le thread est créé,
il vous appelle on-unbinding intent, et là vous êtes dans un autre thread, donc vous n'avez pas de risque de bloquer le main thread. Donc je vais vous faire deux démos avec premièrement la syntaxe, et ensuite on passera sur le Angular que moi je préfère. Donc la syntaxe c'est très simple à utiliser. Par contre ça utilise des génériques, c'est pour ça que j'aime pas, c'est que les génériques, comme je vous ai présenté au début, ils impliquent un peu de l'autoboxing, l'auto-unboxing. Si vous voulez utiliser que des types primitifs, c'est pas possible, quoi. Les génériques, ils veulent des objets. Et du coup, là, ce que je fais, j'ai dans le cadre de notre ouvrage avec Ludovic, pour présenter des tâches asynchrones. Donc on a une interface une task stratégie, donc c'est juste le pattern stratégie, dans lequel j'ai une méthode qui s'appelle execute task, qui est donc forcément à implémenter. Et donc cette méthode, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une nouvelle async task et elle l'exécute. Alors cette async task, il y a deux méthodes dedans. La doing background. Donc la doing background, c'est celle qui va être utilisée dans le thread cellulaire. Donc c'est là que vous devez faire votre travail. C'est là que vous n'avez aucun risque de bloquer le main thread, puisque vous êtes dans un autre thread. Donc là, j'ai représenté ça par execute long task. Donc on peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des accès réseau, vous pouvez accéder à votre file system, etc. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y aura pas d'ANR. Et ensuite, quand ça c'est fini, donc on return null. Bon, là, en fait, je return null parce que mes types, la syntaxe, là c'est void, void, void. En fait, c'est param, progress et result. Donc param, c'est le type des paramètres. Ici, je dis qu'il n'y en a pas. Après, le deuxième void, c'est le type de l'avancement de votre tâche. Ici, je dis qu'il n'y en a pas. Et pareil, je dis qu'il n'y en a pas sur le résultat. C'est pour ça que je retourne des nuls, mais c'est vraiment, là, c'est plus pour voir comment on utilise la syntaxe qu'il faut. Il faut plus voir ça comme juste une démo et pas du tout comme un exemple à réutiliser comme ça en tel quel. Et donc, lorsque je disais, donc, on retourne là, et donc tout ça, ça se passe. Donc là, doing background, ça se passe donc dans un thread séparé. Par contre, dès qu'on a fini, ça se passe dans le main thread. Cette méthode, elle est appelée dans le main thread. On-post execute. Et donc là, vous avez fini votre tâche. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez tout simplement afficher que la tâche a été finie, par exemple. Donc ça, c'est... Ouais. Donc ça, c'est... Il y a plusieurs contres, en fait. Pourquoi une async task, c'est pas réutilisable. Dès que vous l'avez utilisée et qu'elle a fait un on-post execute, on ne peut plus s'en servir. On ne peut pas la réutiliser. Du coup, on doit refaire un nouvel async task, qui veut dire un nouvel objet. Donc si vous avez juste une requête réseau, par exemple, à faire, c'est pas très grave avec une async task. Par contre, si c'est pour commencer à charger des images dans une vue, essayez de voir avec autre chose. Je dis aussi le problème des generics. Le problème de la syntaxe, c'est que ça utilise des generics, et donc on a obligatoirement des objets, sauf en void, void, void. Et puis il y a une nécessité d'héritage, donc ça, c'est pas très très grave. Par contre, c'est très facile d'utilisation. Vous l'avez vu, les méthodes, elles ont un peu plus explicite. Donc vous savez vraiment ce que ça fait. D'où une balance, c'est pas ça, c'est ce qu'il fait après. Donc pour lancer la tâche, je vais vous dire, vous faites une nouvelle tâche et puis vous faites exécuter. Et le void carré, en fait, c'est tout simplement les paramètres. Par exemple, si je veux une tâche qui s'occupe de ramener des informations d'un serveur, ça pourrait être l'URL du serveur, ou la méthode du serveur, la méthode REST, etc. Alors par contre, ce que je disais, attention à la création, elle doit être faite, enfin déjà, la syntaxe n'est pas réutilisable, et quand vous faites la création de la syntaxe, vous devez impérativement le faire dans le UI thread, et la méthode exécute doit être également appelée dans le UI thread. Alors ça, pourquoi c'est utile? Tout simplement pour que la syntaxe, qu'elle sache quel thread est votre UI thread, pour qu'elle vous rappelle dans le thread UI ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment, si vous lisez la doc, c'est dans le contrat, il faut faire comme ça. Et sinon, la deuxième présentation que je vais faire, moi, c'est plus les Angular, je préfère les Angular. Donc là, on a exactement le même principe. Donc on est dans de longue task stratégie, et puis on essaie de faire quelque chose en même temps. Donc ce que je fais, c'est que là, j'ai ma méthode execute task, qui est la méthode en fait, de l'interface longue task stratégie, dans laquelle je crée un nouveau Angular. Je démarre un thread, j'exécute ma tâche longue. Donc là, vous êtes d'accord que je peux faire un nouveau thread, je start, il n'y a pas de problème, je peux faire tout ce que je veux. On n'est plus dans le main thread, on est dans un nouveau thread. Et puis quand j'ai fini, je récupère un message. D'ailleurs, il y a un problème, comme vous l'aurez vu. Hein? Non, je pense pas qu'il y ait de problème de parenthèse. Non, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de obtain message sur message et je le fais maintenant. J'ai fait un nouveau message alors qu'on peut récupérer un message qui est réutilisé dans le système. Donc en fait, au lieu de faire final message, j'aurais dû faire
message égale message.update. Donc je récupère un message, donc le message c'est simplement une information qu'on va passer au main thread. Et donc dans laquelle je dis, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini ce que j'appelle dom message, j'aurais pu l'appeler j'ai fini ma tâche. Et ça, je l'envoie en handler. Et le handler, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va, comme il a été créé dans le main thread, le handler, en fait, il va dire dans le main thread, que la tâche a été finie. Et c'est ce qui se passe ici, quand la tâche a été finie, que j'ai bien le message de message, j'appelle on task executed. Donc là, je suis dans le message. Donc tout ça, en fait, c'est basé sur une notion de looper, en fait. Ouais. Juste parce que une petite question qui a à voir avec le pays dont tu parlais. Avec le update. Le handle message, il gère la concurrence sur le handle ou pas? En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus du tout de notion de concurrence parce que tout ça, c'est exécuté dans un thread unique. C'est-à-dire que quand tu crées un handler, il utilise le thread ID pour poster ses messages. En fait. Ouais. Voilà. Et donc, le handle message, il y a une file et. Exactement, et process. Alors en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu arrives au point, c'est que ça ne marche pas dans tous les threads, les handlers. Il faut que vous soyez dans un thread looper. Alors c'est quoi un thread looper? C'est un thread qui tourne en boucle. Voilà, et en fait, ce thread qui tourne en boucle, dès qu'il arrive en haut, il va regarder les messages qui ont été postés et il va les exécuter. Puis après, il continue, donc il fait tout le travail normal et il retourne comme ça tout le temps en boucle en essayant de lire les messages que vous lui passez. Et donc du coup, vous ne pouvez pas faire un thread dans n'importe un handler dans n'importe quel thread. Il va avoir ce qu'on appelle un thread looper, et donc je vous conseille fortement d'utiliser une classe qui s'appelle handler thread, qui est un thread looper en fait tout simplement. Et ça c'est dans l'API de Google. On peut l'activer aussi avec une fonction statique. Pardon? On peut l'activer, il me semble, avec une fonction statique looper. Oui, mais en fait c'est ça. Donc le handler thread, ça t'évite de faire tout ça. Sinon c'est looper.prepare, c'est tout amusant. C'est pas grand chose, alors que le handler thread c'est du boulot. Réutiliser. C'est pareil sur le code. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est réutilisable. Donc du coup, là, on peut éviter presque... si j'avais pas mon message, là, j'aurais pas fait du tout d'objet. J'ai fait un nouvel handler, et après, à chaque fois que je vais passer des messages dans ce handler, il n'y a pas de problème. Je ne crée pas de nouveau objet. Par contre, c'est un peu verbeux, vous l'aurez vu, c'est un peu plus verbeux que la syntaxe. C'est son inconvénient. Donc du coup, une petite conclusion, alors là c'est très important, de toute façon tout était important, mais ne pas bloquer le main thread c'est important et ça, moi c'est une cause de désinstallation d'appli, je pense la plus importante chez moi, c'est si une appli ne me répond pas en moins de 2 secondes, elle est désinstallée tout de suite. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut ne pas faire les tâches longues dans le main thread, les tâches longues ou les calculs longs. Donc qu'est-ce que c'est ces tâches longues ou calculs longs? C'est tout simplement les entrées-sorties, donc que ça soit sur le réseau, que ça soit sur le disque, si vous essayez de charger des images ou de charger des données qui sont sur la SD card, vous ne savez pas si la SD card déjà est disponible, donc ça c'est un point de vue problématique. Et surtout, vous ne savez pas si le système de fichiers il est rapide ou s'il n'est pas rapide. Du coup, vous devez vraiment faire un chargement asynchrone. Si vous allez chercher une image sur le disque, faites-le en asynchrone. Pour les calculs longs, c'est pareil, n'allez pas faire des calculs dans le main thread, même si vous dites sur mon Nexus S ça met 500 millisecondes, sauf que sur un Alcatel peut-être que du coup le processeur est mis en puissance et ça prendra plus de 5 secondes et donc on aura un force application fast landing. Et enfin sur les accès hardware, alors ça c'est le moins connu, l'hardware pareil n'est pas toujours pas très abondant, et notamment caméra.open, il est fortement suggéré, conseillé, même suggéré, de faire l'appel à caméra.open dans un thread séparé. Tout simplement parce que l'open peut être très long à répondre. Donc en fait, on bloque tout simplement, parce que l'appel est synchrone, on bloque tout simplement le main thread pendant qu'on fait cet appel. Donc faites-le dans un autre thread et puis après vous récupérez la référence dans le thread principal que vous jouez avec. Et prévenir l'utilisateur. Et prévenir l'utilisateur même quand il fait des... Exactement, et prévenir bien sûr. Ça ne sert à rien de faire de la tâche asynchrone si l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe. Pour moi, c'est comme bloqué. Du coup, vous pouvez mettre une progress bar ou essayer de feinter sur les chargements, afficher une petite image si vous voulez. Des pourcentages. Voilà, des pourcentages, exactement. La deuxième variable de la syntaxe, c'est le pourcentage, elle ne veut pas dire grand-chose quand c'est rapide en plus, je trouve. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut notifier l'utilisateur. Vraiment, n'hésitez pas à notifier, pour qu'il sache ce qui se passe. Bon, par contre, si c'est pour charger des images sur le disque, faites pas
si ça prend en général 200 millisecondes, mettez pas un raspberry, ça sert à rien. Une requête réseau par exemple. Voilà, une requête réseau, c'est vital. Et j'en ai entendu, je ne sais pas si sont dans la salle qui font les requêtes réseau dans le mainstream. Ça, c'est pas bien du tout. Alors, le framework, on le sait moins, mais il vous aide à faire ces choses-là, à faire des tâches asynchrones, notamment en shared préférence pour l'éditeur. Donc, c'est des shared préférences, vous pouvez enregistrer des petites données qui sont enregistrées en fait sur le disque, dans la mémoire interne ou sur le disque. Et donc, jusqu'à l'API 9, je crois, je me rappelle. Non, c'est même, ouais, c'est ça, 9. Avant, on n'avait que la méthode commit. Et commit, ça fait une écriture synchrone sur le disque. Et comme vous ne savez pas si le disque peut répondre, du coup, vous pouvez avoir potentiellement un ANR à cause d'une méthode du framework. Ce qu'il y a depuis l'API 9, c'est la méthode apply, qui elle est en fait asynchrone. Elle fait l'enregistrement de ces données de façon asynchrone, et donc vous êtes certain qu'il n'y a pas d'application de responding, et surtout ça répond direct. L'application, comme elle est asynchrone, elle retourne tout de suite. Pour tout ce qui est content provider, alors ça, il y a beaucoup de gens qui font juste des queries comme ça sur les content providers, mais il faut savoir que les content providers, en général, dessous, ils ont une database SQL, SQLite 3. Il s'avère que SQLite, c'est tout simplement un fichier sur le disque. Donc c'est pareil, il faut faire des accès asynchrones normalement. Et donc pour vous aider à faire ces accès asynchrones au content provider, il y a la 5 query handler qui est dans le framework depuis la 1.0. Des fois, j'ai jamais vu de gens déjà utiliser des content providers malheureusement. Et A5 query handler qui vous permettent de faire la query, la requête de façon asynchrone. Donc vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'ANR. Et enfin le filter.filter. Donc ça c'est tout ce qui est filterable, donc genre l'arrêt adapteur. Donc ça vous permet de filtrer, mais le temps de faire le calcul de filtrage, par exemple, vous cherchez que les mots qui contiennent un A, ça peut demander beaucoup de temps si vous avez beaucoup de données. Et donc utiliser le filter, ça vous permet de gérer de façon automatique le calcul en tâche de fond. Parce que filter, on vous appelle en fait dans une méthode qui s'appelle filter. Non, perform filtering. Et donc dans perform filtering, vous êtes dans un thread secondaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc faites faire ce filtre et prendre autant de temps que vous voulez, pas trop non plus, il ne faudrait pas que l'utilisateur s'endorme, mais vous n'avez pas de problème de bloquer le min-thread. Et puis un petit truc là que moi j'utilise souvent, et je pense qu'il y a une petite astuce assez sympa, c'est process.set thread priority. Donc il prend un entier, donc vous allez voir dans android.os, en process, et vous aurez en fait plusieurs entiers qui définissent en fait les priorités des threads. Donc ça vous permet par exemple de dire si c'est pour charger des données non vitales en tâche de fond, je dis que ce thread a moins d'importance. Donc ça vous permet vraiment de faire en sorte que les threads secondaires aient moins d'impact sur le thread principal en fait, qui permet d'afficher l'interface graphique. Donc ça c'est une petite astuce qui est super utile. Voilà, c'est une question. Je vous en laisse. Est-ce que tu pourrais parler au niveau des bitmaps et les recycles, à quoi ça sert, comment bien s'en servir? Ouais, alors les bitmaps, en fait ça c'est un problème qui arrive souvent. Les bitmaps, normalement il n'y a pas à appeler recycle. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lorsque le GC passe, enfin les bitmaps, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les bitmaps c'est tout simplement la notion d'image. Et en fait, la bitmap, si vous regardez la classe bitmap, dessous vous vous rendez compte que c'est du Java, mais dessous c'est du C, quoi. Il n'y a que du C. Et donc pour gérer le C, on est d'accord qu'il faut désavouer à la main. Et donc ça c'est utilisé de façon automatique, enfin, c'est généré de façon automatique, cette désallocation lors du finalize. Donc il y a une méthode qui est appelée par le garbage collector lorsqu'il n'y a plus besoin de cet objet. Par contre, il s'avère comme on ne connaît pas le garbage collector, on ne sait pas quand il passe, des fois il est nécessaire de faire un recycle qui force tout de suite la libération de la mémoire. Et donc c'est là que tu peux l'appeler en fait, c'est dans ce cas-là. Et si c'est juste pour faire une bitmap sans trop de... si tu n'as pas beaucoup de bitmap, en fait tu n'as pas besoin d'appeler. Tu fais new bitmap et dès que tu n'as plus de référence, le garbage collector au bout d'un moment il va tout simplement la désalloyer. Et si tu as vraiment beaucoup de bitmaps, est-ce que ça a un intérêt, genre dans le one pose de ton activity,
passer sur toutes tes bitmaps et faire un cycle dessus. Moi, par exemple, sur Metromap, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, je te présente. Il faut garder ça pour vous, parce que si... Voilà, c'est ça. Là, j'ai beaucoup de bitmaps, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que là, j'utilise ce qu'on appelle des soft références. Alors, les soft références, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Alors, c'est une notion dans java.rf, c'est en fait des références un peu différentes des fameuses références Java. Et la soft référence, c'est que lorsqu'un objet n'a plus que des soft références, et que le garbage collector qui a besoin de mémoire, en fait, il va dire les soft références, je les coupe. En fait, c'est des références qui vous permettent tout simplement d'être cassé lorsqu'il y a besoin de mémoire. Donc ça, c'est ce que j'utilise par exemple pour ce truc-là. Donc tu es d'accord que là, il y a énormément de bitmaps, c'est plein de petits carrés. Et donc s'il y en a trop, au bout d'un moment, tu vois, les soft références, elles cassent, et donc le GC, il va tout simplement désavouer les bitmaps. Par contre, si tu as envie de le faire à toi-même au onPause, et tu es d'accord que même si je le faisais au onPause, je veux dire, si je fais ça que j'essaie de coder, pardon, j'aurais un problème, j'ai pas de onPause et du coup j'aurais jamais recyclé mes bitmaps. Donc du coup la notion de soft référence, ça te permet vraiment de garder des références mais qui peuvent être cassées s'il y a besoin de mémoire, c'est bon. Okay, donc là il faut essayer d'utiliser ça, je pense que ça pourra t'aider. Mais il ne faut pas oublier qu'on tourne sur des VM qui ont une limite de 12 mégas, 16 mégas, 24 ou 32. Donc en gros il faut se dire 12 quoi, c'est ta limite. 12 mégas c'est vite arrivé, hein, parce que si tu loads genre une image de 1000 par 1000, bah t'es déjà... je suis nul en calcul mental, mais là très nul. En gros, en fait, chaque bitmap, c'est la représentation la plus simple qu'on peut avoir d'une image. Donc, un pixel, 2 octets en général. Si on est en RGB 565, donc en gros, c'est la représentation de la couleur. Donc, si tu as du 1000 par 1000, du coup, ton image a fait 1000 par 1000 fois 2. Donc, tu vas très vite prendre beaucoup de mémoire. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de développeurs ne comprennent pas ce truc-là. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent créer une bitmap énorme, mais non, en fait, il n'y a pas assez de mémoire, tout simplement, sur les téléphones. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser? Je vais passer avec le micro, comme ça on entendra mieux. Parce que peut-être que ceux d'abord n'avaient pas entendu des questions. Ok, vas-y. Si tu veux commencer à parler fort, sinon. Des questions ici pour commencer. Bonsoir. Merci. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Il y a un petit outil qui permet de faire une analyse synthétique qui s'appelle Google Analytics. Pardon? Google Pro Analytics. D'accord. C'est un plugin Eclipse. Tu le lances sur ton projet, il va regarder et puis il va te donner des indices sur les performances. Je pense que je peux le modifier. Voilà. D'accord. Il faut savoir quand même que ce qu'on voit, ce qui est compilé là, ce que je vais présenter, le problème c'est que ça repasse dans une moulinette qu'on appelle DX derrière, donc, pour transformer le bytecode Java en bytecode DEX. Et donc lui, il peut changer des fois des choses, on ne sait pas trop ce que ça donne derrière. Donc, mais je pense que les outils comme ça, c'est très pratique. Moi, personnellement, je préfère vraiment savoir ce que je fais. Mais ça aide, c'est vrai que c'est un outil d'aide. C'est comme les layout, par exemple, dont on parle. Exactement. Ouais. Et encore une fois, là, du coup, si c'est un outil, c'est super pratique, mais tout ce que j'ai présenté sur les optimes, c'est vraiment utile que lorsque vous faites... vous avez besoin de rapidité, que vous avez besoin d'avoir une interface fluide, mais si c'est pour faire des accès réseau en background, c'est pas très grave d'avoir du GC qui passe. Vous perdez 200 millimètres, allez, misère. Une question qui arrive là, juste avant. Est-ce que tu aurais. Est-ce que tu vois s'il y a une doc Google d'optimisation sur Android? Est-ce que, autre que leur blog qui est en général plutôt bien fourni? Ouais, le blog, sinon sur dev.android.com, dans le dev guide, il y a quand même un truc sur la performance, donc plus le truc Java, à savoir éviter les enums, les inner class, il faut faire attention, enfin des choses comme ça, mais il n'y a pas, non, tu n'as pas vraiment toutes les optimes dans un seul article. Il faut essayer de faire de la pêche aux informations un peu partout, je pense. Je crois qu'à partir de Android 2.3, il y a une classe qui permet de détecter les accès dans le mainstream à des ressources qui ne sont pas recommandées. Exactement, ça s'appelle le strict mode. Voilà. Donc, c'est vachement utile d'utiliser les émulateurs de 3, même si on a des applications qui sont sur des versions antérieures. Ça
Exactement. Donc ça, c'est très pratique. Ça vous permet tout simplement, vous l'activez, donc quand vous êtes en debug, seulement quand vous êtes en debug, quand vous êtes en train de compiler pour le market, et ça vous permet de voir où il y a potentiellement des designers qui peuvent se produire. Donc je dis potentiellement parce que, encore une fois, c'est un outil et il n'est pas 100% sûr, donc, mais c'est quand même très utile. Et à titre pour la petite anecdote, le coup du strict mode, en fait, quand ils ont créé strict mode, c'est là qu'ils ont découvert que le share preferences.editor.commit, la fameuse méthode commit, pouvait générer des ANR. Et du coup, ils ont créé la méthode apply qui fait l'enregistrement de façon asynchrone. Mais avant, il n'y a jamais eu commit avant. Enfin, avant commit, il n'y a jamais eu d'apply asynchrone des préférences. Donc c'est grâce au strict mode qu'ils ont découvert ça. Question, sinon j'en ai un. Je continue. Est-ce que tu aurais un ordre d'idée du nombre de vues max? Est-ce que tu nous dis faites attention? Ouais, ça c'est souvent, enfin c'est difficile de donner un nombre de vues max en fait. Tout simplement, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc si c'est dans une liste, c'est clair que tu peux dépasser les 50. Mais il faut, moi je trouve que déjà 50 vues, tu peux afficher pas mal de choses à l'écran déjà. Ouais, voilà. C'est 16-17. Voilà, d'accord, 16-17. Là, tu demandes une mémoire très très. C'est 16-17 là. Du coup, tu as une rapidité. Mais moi, je voulais dire, j'avais un autre point là-dessus. Ah oui, non, je sais, oui, c'est par rapport. Moi, ce que je donne souvent une limite, c'est dans les items d'une list view. Parce que ça, c'est recréé souvent. C'est layouté souvent, donc n'hésitez vraiment pas à faire des custom views dès que vous avez, genre, aller jusqu'à 10 vues dans un item d'une list view. Je pense que là, ça devient vraiment utile, du coup, de créer une custom view ou un custom layout qui vous positionne directement les vues de façon automatique, qui dessine les vues de façon automatique. Mais ça reste un nombre, c'est empirique, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai une autre remarque sur les choses que vous avez dit au début au sujet des objets statiques. Ouais. Est-ce que ça pose pas un problème quand même, c'est des objets qui sont jamais HEDP? Exactement. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut mieux pas les mettre justement en tant que membre de classe ou les inclure dans low memory, des choses comme ça? Alors ça dépend après, du coup ça peut pas être un membre de classe si vos méthodes elles sont statiques aussi, puisqu'on doit avoir des variables statiques. Par contre, moi ce que je vous ai présenté, c'est toujours des variables qui prennent très peu de place, quoi. À savoir un rect, c'est 4 int, ça fait rien en mémoire, si je ne me trompe pas, en Java je crois que c'est 3 octets pour déclarer un int, du coup c'est 4 fois 3 bits. Mais c'est vrai que si vous avez des gros objets en statique, là du coup ça devient très problématique, il ne faut pas le faire. Et sachant que ces objets statiques ne sont pas détruits tant que la VM n'est pas tuée. Et par contre, il y a un petit point, mais là je ne suis pas certain de moi, mais je crois que ces variables statiques, donc, quand elles sont créées à l'initialisation, elles sont créées en fait à la première fois qu'on utilise la classe. Donc, par exemple, on parlait du cache là, des int avec Nicolas. Les caches dans la classe integer, on a en fait 256 integer, objets integer qui sont en cache dedans, mais ils ne sont pas créés tant que vous n'utilisez pas la classe integer en fait. Voilà. Tant qu'il n'y a pas eu de classe web. Pardon? Si, tu peux faire, il est possible aussi de faire une initialisation lazy init, quoi. C'est possible aussi de faire ça. C'est pas plutôt une dernière remarque. J'ai bien aimé ta présentation sur l'approche. Il y a une réflexion à faire au niveau des objets Java, entre les objets outils et les objets donnés, je dirais. Sur justement essayer de recycler les objets outils. Oui, c'était plus sur les objets outils. Même les objets donnés, par exemple, du coup ce code-là est open source, mais il y avait une information qui était attachée à chaque bitmap. Et donc comme à chaque tile en fait, c'est une notion de tile un peu comme sur Google Maps. Et à chaque fois qu'un tile sort, il est en fait j'ai utilisé des classes pool, poolable, etc. Donc je réutilise cette information qui est en fait la position sur la carte, le niveau de zoom, etc. Et au lieu de recréer des objets, donc position, niveau de zoom, je les réutilise. Donc c'est exactement le même principe. Par contre, après, tu parlais des données. Ouais. Alors ça, on aurait pu en parler. C'était un autre ce que je t'avais discuté. Il y avait un truc à discuter, c'était plus comment faire des accès corrects à un serveur REST. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas mal de faire un async task dans une activity et d'ensuite de créer des objets modèles.
Et là, on se rend compte qu'en fait, Java n'est pas fait pour ça, que les objets modèles, ça demande beaucoup de temps de les créer. Et en plus, il n'y a pas de notion de cache. Donc ce qu'on doit faire, ce que moi je préfère en tout cas, c'est d'utiliser la notion de content provider. Comme ça, vous avez vraiment un cache. Donc dès que vous revenez dans l'application, vous conserverez les données que vous avez téléchargées la dernière fois. Et surtout quand vous tournez, par exemple, également, vous pouvez garder toutes ces informations. Donc il faut plus essayer de pencher vers une database que vers des objets modèles qui sont pas cachables. On ne peut pas garder un cache. Bon, mais merci. Plus de questions? Plus qu'une question, c'est une remarque. C'est parce que tu viens de dire, quand on tourne, quand on change l'orientation, en fait, ce qui se passe, c'est que la vue est recréée, donc on passe par beaucoup d'objets qui vont être réinstanciés. Ouais, alors en fait, c'est plus que ça, c'est carrément l'activity des... Oui, c'est l'activity. Et donc en fait, quand je disais que ça pose pas le problème, c'est que souvent les développeurs, ils font la requête, comme ça, dans le onCreate, ils récupèrent les objets, et puis du coup, quand ils tournent leur activity, ils refont la requête pour aller rechercher les données. C'est-à-dire que l'utilisateur, dès qu'il tourne la requête de son téléphone, il se retrouve avec une requête pour aller rechercher des données, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc déjà d'une, il y a la possibilité de passer des objets qui ne sont pas propres à une instance d'activité, grâce à OnRetain Non-Configuration Instance. Et de deux, le problème de ça, c'est que vous n'avez pas de caching. Et de trois, le problème, du coup, j'ai complètement bypassé des questions, mais c'est ça recrée des objets. Mais là, c'est pas très grave parce que du coup, tu es en train de créer l'interface. Donc, il n'y a pas, à part le fait de recharger des données, mais je veux dire, toi, tu parlais plus de recréer des vues, là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment les recréer les vues. On ne peut pas réutiliser les vues du mode portrait dans le mode landscape. Tout simplement parce qu'on n'est pas certain que ça soit les mêmes vues. On peut avoir des ressources layout qui sont différentes entre layout et portrait. Voilà. C'est le problème et c'est pour ça qu'on n'a pas une jolie animation sur Android, contrairement à l'iPhone, quand on a une rotation d'écran, parce qu'on peut avoir un rechargement de ressources. Les slides font du tout? Pas du tout. Ils le seront, je pourrais les envoyer s'il faut. Faut que j'enlève les notes. Et je les envoie, parce que les notes sont pas les mêmes. On verra avec, comme à chaque fois, on enchaîne bien sur la conclusion que j'avais donnée. Donc là, avec Cyril, merci pour ta présentation. On arrive à la troisième session. Sur ceux qui ont suivi les trois sessions, je pense qu'on aura bien abordé les trois sujets qu'on veut traiter avec le POG. La première fois, c'était plus sur du conceptuel. On avait Eloïse qui était là, avec Nicolas qui nous avait fait des présentations sur l'ergonomie. La fois précédente, c'était plus business. Je ne sais pas s'il y avait ceux qui ont fait les présentations étaient là. Et donc c'était à l'ECE. C'était beaucoup plus mettre en avant, vendre son application. Et là, on fait quelque chose de beaucoup plus concret avec du dev. On a des contacts pour des interventions comme ça, très développement. Donc je pense que vous aurez vu sur les trois premières sessions ce qu'on essaie avec Stéphane et ceux qui vont vouloir nous aider, parce qu'on est en train de discuter aussi pour monter une association, quelque chose de costaud. On espère que les trois premières sessions ont plu à ceux qui sont revenus à chaque fois, et on essaie de mettre en place quelque chose de régulier, justement parce qu'on pense qu'il y a à trouver de l'information pour tout le monde. Si je peux enchaîner sur l'activité, sur la prochaine période qui arrive, et après j'ai senti l'odeur des pizzas, et Nicolas, ça après. La semaine prochaine, il y a le Montmail 2.0. Je suis dedans, ne venez pas, je risque de me ridiculiser. Non, je dis pas ça pour faire ma promo, mais par contre, en échange, j'ai une petite surprise pour ceux qui rentrent dans la catégorie freelance ou employé et développeur Android, puisqu'il y aura il manque de personnel pour personnel. Ils ont vu le prix de l'entrée du Mobile 2.0, ils avaient besoin de développeurs pour venir discuter dans les conférences et des trucs comme ça. Donc si vous rentrez dans la catégorie, donc je redis, soit freelance, soit employé, c'est-à-dire un fondateur de start-up, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez venir me voir, j'ai des entrées pour le Mobile 2.0, donc c'est la semaine prochaine, c'est mardi et mercredi. Et mercredi après-midi, je me ridiculise devant l'assemblée qui sera là. Ensuite, on est en train de discuter
conférencier, a priori c'est réglé, et qui cherche des sociétés et des structures qui voudraient tenir un stand sur le salon. Donc si vous êtes intéressé par prendre des slots de 2 mètres par 2 mètres, 3 par 3, si vous êtes intéressé par avoir un stand, donc, le site existe déjà sur le salon, donc prenez de l'info sur le site, et si vous voulez passer par nous, il y aura un village Android, a priori, on est en train de mettre en place ça. Donc vous pouvez, Arnaud, j'ai peur de me planter. Donc vous venez voir avec nous, ça peut peut-être intéresser notre partenaire Alcatel ce soir, Alcatel One Touch, qu'on remercie d'ailleurs. C'est grâce à eux les pizzas après. Donc voilà, si vous voulez présenter votre société, ce qui intéresse le salon, c'est de l'associatif, du business des développeurs et des structures. Et je crois qu'ils aimeraient bien avoir justement la présentation de matériel, que les gens comprennent ce qu'est Android, que les bidouilleurs qui font de la distrib Linux voient qu'ils peuvent s'amuser à faire de la distrib Android, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'oublie? Le 8 avril, le week-end du 8 avril, il y a le BIMAYA. Je reconnais quelques têtes que j'ai rencontrées là-bas. Le BIMAYA, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, le vendredi, il y a des porteurs de projets qui viennent présenter leurs projets. Des développeurs et des designers se présentent. C'est là, soit vous avez une idée, soit vous êtes designer, soit vous êtes développeur. Mais vendredi, tous les projets sont présentés, les projets qui plaisent le plus à l'assistance sont sélectionnés pour être développés dans le week-end. Et pour la fin du week-end, c'est développement non-stop, les 3 axes, donc c'est design, développement et le business model derrière. Ça permet d'avoir le dimanche un jury qui permet de développer des budgets, je crois, de 2000 €, un truc comme ça, pour 5 000. L'appli sélectionnée par le jury et l'appli sélectionnée par les internautes. Donc si vous avez des projets et que vous ne savez pas si c'est viable, ça peut être intéressant. Ça se fait tous les 2 mois, un point iPhone, un point Android pour l'instant, donc ça peut vous intéresser. Stéphane, est-ce que j'oublie quelque chose? Le Chrome Web Store, dans 15 jours, sur HTML5. Ouais, tu feras une annonce, ça va passer. J'ai rien oublié, Stéphane, je ne sais pas si tu as entendu tout ce que j'ai dit. Rien écouté. Voilà, je vous invite. Hein? Et ouais, le Google I.O. en mai. Alors, le Google I.O. qui est en même temps en fait que Solution Linux. Et on est en train de voir du coup si on ne peut pas diffuser pendant la solution. Juste pour info, je voudrais savoir s'il y a des gens ici qui vont au Google I.O. Et on a discuté avec les gens de Solution Linux, on aimerait faire la fin du Google I.O. qui est mercredi, et la nocturne du salon, et faire un pont entre les États-Unis et la France. Donc on a une salle de discours, une technique pour voir comment on pourrait faire. On a été contacté par Google, Solution Linux a été contacté par Google pour le Google Santé. Donc voilà, je voulais savoir si déjà il y a des gens ici qui avaient réussi à avoir des places et qui y vont. Ouais, c'est bon. Ok, ben voilà, on va en parler. Et ah oui, la petite explication sur la surprise que vous n'avez pas. Donc on a été contacté il y a quelques semaines par Google France, qui se bougent enfin et qui sont vraiment motivés pour animer la communauté des développeurs sur leur techno, et donc Android est une de leurs techno. Donc on est en discussion pour avoir en visio un des francophones, parce que vous avez peut-être tous, il y a pas mal de francophones dans l'équipe Android, pour avoir des presse en visio par les... hein? C'est sympa, ouais, les locaux sont super sympas. Non, franchement, il y a une vraie bonne approche. On a été entendu et vu par Google France, donc ça fait plaisir. Et on aurait aimé avoir la première cette fois-ci, mais malheureusement, ça a été un peu court. Voilà, beaucoup de boissons.